Au Nigeria, la campagne électorale mobilise les candidats à la présidentielle du 14 février prochain. L'opposant Muhammadu Buhari s'attend à remporter le scrutin avec une écrasante victoire. Découverte macabre à Acapulco, au Mexique. 61 cadavres ont été retrouvés dans un crématorium abandonné. Les causes du décès restent indéterminées. Enfin, au Brésil, les actions de Petrobras sont en chute libre. La nomination vendredi d'un proche du pouvoir à la tête de cette entreprise en serait la cause. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. Nous allons commencer cette édition par le Nigeria. L'opposant Muhammadu Buhari, considéré comme le plus sérieux rival du chef de l'État sortant Goodluck Jonathan à la présidentielle du 14 février prochain, a affirmé hier qu'il s'attend à remporter le scrutin avec une écrasante victoire. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de sa déclaration. Croyez-moi, je m'attends à une victoire écrasante. Et si vous suivez le parcours de ma campagne dans ces 34 États, tout ce dont nous avons besoin, ce sont des élections libres, justes et crédibles. Et l'INEC a un rôle constitutionnel à jouer. J'ai visité 34 États jusqu'à présent. Dans chacun des États, il y a 3 choses qui sont cohérentes et qui sont des problèmes fondamentaux de ce pays. L'insécurité, la destruction de l'économie et la corruption. Tous les Nigériens sont inquiets. Et moi aussi. La corruption a habituellement été développée dans la culture du Nigeria. Je crois que la chose la plus sérieuse à faire dans l'immédiat est de tracer une ligne. Ce qui est devant la justice, nous autoriserons que cela se poursuive. Mais de là à dire que nous allons enquêter sur chaque cas de corruption, alors nous ne ferons aucun progrès. Mais nous irons de l'avant. Dès le jour où nous serons investis en tant que gouvernants, quiconque abusera de la confiance de l'État sera appelé à rendre des comptes. Dans une semaine donc, les Nigérians seront aux urnes, pris en otage dans le tourbillon de la corruption, le manque d'accès à l'éducation et l'effondrement du cours du pétrole. Eh bien, la jeunesse nigériane doit choisir un nouveau président. Tout ceci dans un contexte économique et social plutôt difficile. Les images. Ola est un rabatteur. Chaque jour, il trouve des clients pour les mototaxis qui pullulent dans les rues de Lagos. Il a abandonné l'école à l'âge de 10 ans et gagne aujourd'hui quelques euros par jour. À l'approche des élections présidentielles nigérianes, il aimerait voir son pays offrir un avenir à la jeunesse. Comme il n'y a pas de travail sur la route, les gens diplômés de l'université viennent travailler ici. Vous pouvez être titulaire d'un master et faire le mototaxi. Nous avons un problème avec l'économie, nous manquons de tout au Nigeria. Dans son salon de coiffure d'un quartier populaire de Lagos, Perpetua est tout aussi préoccupée par la situation de son pays. À 20 ans, elle est déjà lassée par les promesses électorales, mais ce qui compte pour elle, c'est la sécurité et l'éducation. Les filles de Chibok n'ont pas encore été libérées et je ne sais pas ce que fait le gouvernement. J'ai entendu dire pendant la campagne que si on vote pour Buhari, ils vont les libérer. Mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors s'ils travaillent là-dessus et sur l'éducation aussi, pour nous donner une bonne éducation avec de bons équipements, alors oui, dans ce cas, on votera pour eux. Le Nigeria a beau être la première économie d'Afrique et le premier producteur de pétrole du continent, plus de 35% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Des chiffres désastreux qui suscitent beaucoup de défiance envers la classe politique, régulièrement éclaboussée par les scandales de corruption. Ce que certains jeunes avancent aujourd'hui, c'est que si nous pouvons rejeter par les urnes le gouvernement, surtout celui qui est au pouvoir aujourd'hui, les politiques comprendront qu'ils doivent apporter des solutions. Il y a une divergence d'opinion. Certains estiment qu'il est inutile de voter, alors que d'autres pensent qu'il faut être patient jusqu'à ce que l'on obtienne gain de cause. Le 14 février prochain, la jeunesse nigériane devra choisir son prochain président. Goodluck Jonathan, président sortant et candidat, est opposé à l'ancien général Muhammadu Buhari.
Tous deux ont axé leur campagne sur la jeunesse, dans ce pays où 43% de la population a moins de 15 ans. Des experts africains viennent de tenir 2 jours de travaux qui doivent permettre d'envoyer 7500 soldats en appui à la coalition qui mène actuellement un combat contre Boko Haram. L'Union africaine sollicite quant à elle des ressources financières afin de soutenir cette force régionale. Je vous propose ici de suivre un extrait de la déclaration du ministre camerounais de la Défense. Des opérations de décompte qui ont été effectués à Fotokol, nous avons 81 personnes, c'est-à-dire au titre des populations civiles tuées. Nous comptons également 13 militaires tchadiens également tués et 6 militaires camerounais. Les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé de déployer, et ça c'est nouveau, une force africaine de 7500 hommes. Et l'importance de la réunion que nous venons d'ouvrir est qu'elle réunit, n'est-ce pas, des experts de l'Union africaine, des experts militaires des États membres de la CBLT, qui vont donc travailler avec une feuille de route bien précise, à savoir élaborer le concept d'opération, élaborer le concept du soutien logistique et enfin élaborer les lettres d'engagement. Direction maintenant la Tunisie où les autorités poursuivent la mise en œuvre de la démocratisation. Plus de 3 mois après les élections législatives, le nouveau gouvernement de coalition est entré en fonction hier vendredi. Mehdi Djoma et Habib Essid échangeant une poignée de main. C'est à l'issue de la cérémonie officielle de passation du pouvoir qui a eu lieu ce vendredi entre l'ancien et le nouveau chef du gouvernement tunisien. Une cérémonie qui marque un nouveau départ dans la vie politique du pays. En cette circonstance, le nouveau Premier ministre s'est à nouveau engagé à œuvrer pour ancrer la démocratie et lutter contre le chômage et les inégalités entre les régions. Nous n'avons d'autre choix que le travail et la persévérance, le soutien de la stabilité politique et sociale, le commencement de l'instauration de grandes réformes dans les secteurs stratégiques. Composé de 43 membres, le nouveau gouvernement tunisien apparaît comme une large coalition dominée par le parti Nida Tounes du président Bédi Caïd Essebsi. Il inclut cependant des personnalités issues du parti islamiste Ennahda. Plus de 60 cadavres ont été découverts dans un crématorium abandonné de la ville touristique d'Acapulco au Mexique sans que soient déterminées pour l'instant les causes des décès. Il faut dire que l'état du Guerrero, où est situé Acapulco, est le plus violent du Mexique avec une forte activité des cartels de narcotrafiquants. Mais les autorités se sont contentées pour l'instant d'indiquer qu'il y avait des indices et des pistes et que des arrestations serait bientôt réalisée. Nous allons maintenant nous rendre au Brésil, loin de calmer les marchés. La nomination vendredi d'un proche du pouvoir à la tête du géant pétrolier Petrobras a plongé les actions de la plus grande entreprise du pays. Les détails. Le conseil d'administration de Petrobras, réuni vendredi à Sao Paulo, a officialisé dans l'après-midi l'élection à la majorité de son nouveau président, Aldemir Bendin, 51 ans, qui présidait depuis 2009 Banco do Brasil, la plus grande banque d'Amérique latine. Ce dernier remplace Graça Foster, une proche de la présidente Dilma Rousseff, qui avait démissionné mercredi, emportée par l'onde de choc de l'énorme scandale de corruption qui ébranle le géant pétrolier. La nomination de Bendin, un banquier de carrière, sans expérience dans le pétrole et réputé proche de l'ancien président de gauche Lula, avait été anticipée dès vendredi matin par les principaux médias brésiliens, faisant plonger l'action Petrobras à la bourse de Sao Paulo.
Il faut dire que les actions préférentielles de Petrobras ont clôturé la séance en chute libre de 6,94% à 9,12 Ries et les actions ordinaires de 6,52% à 9,03 Ries, alors que l'indice Ibovespa a reculé de 0,90%. Le conseil d'administration de Petrobras a également approuvé les nominations de 5 nouveaux directeurs en remplacement de ceux qui avaient démissionné en même temps que Foster. Rappelons que le scandale Petrobras a éclaté l'automne dernier en pleine campagne pour les élections législatives et présidentielles qui ont vu la réélection de justesse de la présidente de gauche Dilma Rousseff. Demain dimanche, la Côte d'Ivoire affrontera le Ghana en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre intervient dans un contexte tendu, 4 jours après les violences qui ont terni la demi-finale entre le Ghana et la Guinée-Bissau 3-0. Les joueurs d'Hervé Renard pourraient décrocher leur deuxième sacre continental 23 ans après avoir battu le Ghana déjà au terme d'une finale épique. Les images. Le contexte sera pesant dimanche soir pour la finale de la Coupe d'Afrique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. De graves incidents entre supporters ont terni jeudi soir la victoire des Ghanéens face au pays hôte, la Guinée équatoriale, à tel point que l'arbitre a dû interrompre la demi-finale pendant plus d'une demi-heure. Cela a définitivement gâché la fête et je pense que c'est très dommage. On devrait parler de la victoire du Ghana et maintenant on parle de la violence. C'est très dommage. Je pense que le gouvernement de Guinée équatoriale a très bien agi, mais cela a tué l'image de la compétition. Pourtant, c'est une belle finale sur le papier. Le Ghana fait un sans faute depuis les matchs à élimination directe. 3-0 en quart face à la Guinée et 3-0 en demi face au pays organisateur. Outsider au départ, les Black Stars sont désormais à une victoire de leur 5e titre continental, 33 ans après leur dernière CAN. Avant le tournoi, personne ne nous donnait une chance. Tout le monde disait qu'il y avait au moins 5 équipes qui étaient meilleures que nous. Maintenant, on est en finale contre une très bonne équipe, donc on veut gagner la coupe. Mais pour gagner la coupe, il faudra s'imposer face à la Côte d'Ivoire. Après des débuts poussifs, les éléphants sont montés en puissance et font clairement figure de favoris pour cette finale. Facile vainqueur 3-1 en demi-finale contre la République démocratique du Congo, ils misent sur leur triplette offensive, Boni, Gervinho, Gradel, déjà auteurs de 2 buts chacun. Il a fallu resserrer un petit peu les boulons, comme on dit, mais ça n'a pas été très difficile parce que j'ai avec moi des garçons fantastiques. J'ai souvent entendu dire c'était difficile à manager, mais je peux vous dire, moi, de l'intérieur, qu'ils sont très faciles et j'espère pour eux qu'enfin, ils réussiront à gagner un titre au niveau international. La Côte d'Ivoire a gagné une seule fois la CAN. C'était en 1992, déjà face au Ghana, au terme de la plus longue séance de tir au but disputée dans une finale de CAN, 11 tirs au but à 10. Un suspense dramatique que les fans des deux équipes n'espèrent pas revivre. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.